Et nous poursuivons cette édition spéciale de Smart Bourse depuis cette troisième édition du Midsommar du patrimoine organisée par la CNCGP. Mon invité à mes côtés est le responsable de la distribution pour l'Europe de l'Ouest de Natixis IM, Gad Amar. Bonjour Gad. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de partager, j'allais dire, votre expérience de terrain. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le retour de vos clients avec qui vous êtes en contact, au terme notamment de cette première partie 2025, de cette année 2025. Sur les marchés, on a observé une tendance qui s'est confirmée sur plusieurs mois, la surperformance des actifs européens, notamment par rapport aux actifs américains. Et peut-être d'ailleurs que cette tendance part d'abord d'une forme de défiance des investisseurs vis-à-vis des actifs américains dans leur ensemble, les actions, mais également le dollar. Comment est-ce que tout ça résonne sur le terrain pour vos clients, Gad? Alors, ça résonne complètement. C'est vrai qu'il faut peut-être faire un peu une marche arrière pour commencer. Rappelez-vous, fin de l'année passée, le pari Trump, ce qu'on appelait le Trump put, c'était quoi? C'était actifs américains, mid cap, large cap, small cap, actifs en dollars, immobilier, tout ce qui était dollars sentait bon. Et puis arrive la période de Liberation Day, comme on l'appelle maintenant, et puis tout rechange. Ouais. Et donc on a vu une redistribution totale des cartes. Rappelez-vous, année où les gens avaient beaucoup favorisé le fixed income, commençaient à se dire on va pouvoir être equity dollar, et finalement renversement de tendance, on reste fixed income, et puis on se met à regarder, comme vous l'évoquiez, les actifs européens. Ouais. Et effectivement, nos clients et partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, ont fait face à la même perplexité, si je puis dire. Ouais. On s'est aperçu, enfin, vos clients se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être trop de stocks américains dans leur portefeuille, dans leurs allocations, Gad. Qu'est-ce qui les a fait pivoter là? Je pense que c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord l'incertitude. L'administration américaine en cours a introduit un niveau d'incertitude qui n'avait jamais été vu auparavant. Et de facto, ça s'est traduit par quoi? Par le fait que nos clients se sont dit, on ne peut plus envisager la confiance sur les actifs dollars comme on le faisait, et ça pose des questions à beaucoup plus long terme, à savoir est-ce que les actifs en dollars vont rester de manière structurelle quelque chose que l'on aura en portefeuille dans des pondérations significatives. Alors tout ça favorise les actions européennes qui par ailleurs étaient sous-évaluées par rapport aux actifs américains. Intellectuellement, c'est très intéressant cette réflexion, mais est-ce que le questionnement de vos clients reste à un stade intellectuel pour l'instant? Est-ce que structurellement, j'aurai autant d'actifs américains demain dans mes allocations que j'ai pu en avoir au cours des dernières années? Est-ce que des décisions en ce sens ont déjà été prises? Ou est-ce qu'on en est encore au stade de l'observation, de la réflexion? Pour moi, c'est encore au stade de l'observation, et c'est ce que nos équipes ont pu constater sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a une perplexité. Ouais, on sort tous, et quelque part, quelle que soit notre génération, on a tous été élevés, éduqués avec biberonnés. Biberonnés, c'est encore un meilleur terme. Et on a tous été biberonnés avec l'actif dollar. On ne parie pas à long terme contre le dollar. Aujourd'hui se pose cette question avec la possibilité de voir des devises alternatives. Mais je ne pense pas, en tout cas c'est pas notre observation, que les gens aient commencé à complètement inverser leurs paris, leurs allocations en se disant on va être significativement dédollarisé, si je puis dire, et commencer à regarder d'autres devises. Mais en tout cas les questions se posent, et ça c'est c'est un grand changement, une grande innovation par rapport à ce que l'on a pu connaître dans le passé. Néanmoins, il y a quand même une forme de réallocation, au moins sur les actions européennes, vers les actions européennes, et peut-être émergentes également, qui a pu avoir lieu au cours des derniers mois. Vous le confirmez, Gad. Et dans ce jeu relatif permanent des marchés, ce concours de beauté permanent, quelles sont les forces et les atouts des actifs européens pour vos clients? Les actifs européens ont plusieurs facteurs à leur crédit ou à leur avantage, si je puis dire. Le premier, c'est que déjà, ils étaient sous-évalués. Ouais. Donc, il y avait mécaniquement un besoin, ou en tout cas un rattrapage possible. Il y a des grandes décisions suite à l'administration, aux décisions de l'administration américaine qui font qu'on va avoir des grandes dépenses qui vont être initiées en Europe, qui vont changer et rebattre les cartes, et qui structurellement vont faire que sans doute les actifs européens vont avoir un effet de rattrapage assez durable. Il y a enfin des perspectives. L'Europe offre enfin des perspectives et de la visibilité, au moins sur certains sujets. Et un autre point que vous évoquiez à juste titre, c'est les marchés émergents. Les marchés émergents sont dans une situation dans laquelle on commence à voir l'émergence d'échanges interzones et intrazones entre les émergents. Ouais. Et finalement, leur dépendance aux marchés très développés que sont les États-Unis et l'Europe commence progressivement à se réduire. Donc on a aussi potentiellement l'émergence
de marché, d'alternatives dans les allocations d'actifs à travers les émergents. Et cette résilience qui s'organise dans la sphère émergente, ça veut dire que les actions émergentes sont peut-être moins risquées aujourd'hui que ce qu'elles ont pu être dans le passé, au cours de la décennie passée. En tout cas, Gad. ce ne sera plus les mêmes actions émergentes. Ouais. Une autre grande tendance du marché de l'épargne, Gad, c'est l'émergence ou le début de l'avènement des actifs privés dans les allocations des particuliers, des clients privés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce cycle, qui est peut-être un cycle en train de débuter, et comment est-ce qu'un fournisseur de solutions comme Natixis IM s'adapte ou adapte son offre pour servir en actifs privés une clientèle qui n'avait pas l'habitude de détenir ces actifs privés? Alors c'est un très très bon point que vous évoquez. Le premier point à voir, c'est que le voyage de l'allocation d'actifs continue pour les clients de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Historiquement, ils ont commencé à se diversifier interzone en Europe, puis globalement, puis dans les différentes classes d'actifs de chaque zone. Et finalement, le private equity restait, ou en tout cas les actifs réels, restaient assez inaccessibles pour des raisons techniques principalement, que les évolutions technologiques ont commencé à résoudre. Et donc l'onboarding des clients retail est beaucoup plus simple qu'il ne l'était dans le passé. La création de véhicules plus faciles à gérer pour les particuliers à travers les véhicules de type Evergreen devient une réalité, et de facto, pour les allocations d'actifs, ça devient des blocs supplémentaires de diversification pour la clientèle particulière, des particuliers. Et selon nous, c'est une tendance de fond qui va permettre à une amélioration significative de l'allocation d'actifs à travers des blocs différents, moins corrélés les uns aux autres. Donc à partir de là, comment on y répond? Vous dites juste, Gad, c'est encore une brique de diversification. Moi, j'avais le sentiment que le sens du voyage, pour reprendre votre image, c'était que ces actifs privés allaient devenir à un moment des actifs cœur de portefeuille, comme on l'observe peut-être dans l'allocation d'un client privé américain aujourd'hui. Alors, ça va dépendre du profil de client. Il faut se rappeler que les actifs privés que vous évoquez, notamment sur la clientèle américaine, c'est sur ce que l'on appelle le high net worth. Oui. C'est-à-dire la clientèle la plus fortunée. Les 401K, par exemple, n'ont toujours pas accès au PI. Et c'est un des plans, c'est une des initiatives de l'administration Trump en cours d'ouvrir ça au private equity. Ce qui ferait, là encore, une pompe un appel d'air formidable pour les actifs réels et les solutions de private equity. Mais donc, pour la clientèle particulière, on va dire, ou la clientèle du grand public, il est important d'avoir des véhicules qui soient adaptés à leurs allocations d'actifs. Et après, c'est eux, avec leurs conseillers, qui mettront le curseur là où ils estiment que c'est adapté à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment le plus important, de toujours être centré sur le besoin de chaque client. Pour certains clients, ça peut être une brique plus importante, peut-être même cœur de l'allocation d'actifs, s'ils ont un horizon très long. Et pour d'autres, ce sera plus une diversification en fonction des besoins de chaque client. Et ça, c'est nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine qui savent le mieux le déterminer. Et donc, les véhicules dont vous avez besoin sont soit des véhicules de type vintage, soit des fonds que l'on dit evergreen, c'est-à-dire qui sont constamment ouverts. Et nous, on a répondu à ces deux besoins à travers des véhicules en solution vintage, donc des véhicules qui sont fermés, millésimés. Exactement, merci pour la remise en français. Et des véhicules de type evergreen, donc qui permettent aux clients et aux allocations d'actifs de perpétuellement investir dans ce type de solution. Et c'est ce que l'on a fait avec un de nos affiliés qui s'appelle Flexstone. On lance un véhicule qui sera sur du private equity, Europe et Amérique, et qui va permettre aux clients particuliers d'avoir une allocation dans un véhicule de qualité institutionnelle, mais dans un format adapté aux besoins de la clientèle grand public. C'est quoi la technique ou l'ingénierie financière qui permet ça, Gad? Parce que je suis toujours attentif quand des produits destinés à une clientèle sophistiquée ou une clientèle institutionnelle, qui n'a évidemment pas besoin d'éducation financière pour comprendre le fonctionnement d'un produit. Quand je vois ces produits arriver sur un terrain plus grand public, on est toujours attentif à ce que la promesse, ce qu'on promet à des institutionnels et qu'on veut traduire en promesse pour le client particulier, à ce que cette promesse puisse être tenue avec des spécificités du client privé qui n'a peut-être pas la même éducation, la même sophistication
et surtout qu'il y a peut-être un besoin de liquidité un peu plus fréquent qu'un client institutionnel qui peut lui s'engager dans un tunnel de 10 ans à partir du moment où il a bien compris les tenants et les aboutissants. Exactement. Et c'est à travers le véhicule FCPR que nous avons monté, on s'est assuré d'avoir, tout en respectant les critères de liquidité essentiels, d'avoir le moins de cash et de liquidité dans le véhicule, afin de ne pas avoir ce que l'on appelle en bon français le cash drag, c'est-à-dire l'impact du cash qui vous fait baisser la performance, et donc, ou des liquidités, et d'avoir un objectif à 2 chiffres, c'est-à-dire on est assez à l'aise pour que nos clients, pour dire à nos partenaires et clients qu'ils auront autour de 12% de performance annualisée. C'est ça l'objectif du fonds. Et qu'il y a de la vraie surperformance. Et il y a une vraie surperformance par rapport à des véhicules plus conservateurs. Donc on veut rester sur du vrai private equity, une vraie expérience de private equity dans un véhicule adapté qui correspond à ce que et qui puisse être dans les contrats d'assurance vie notamment à travers le véhicule. Mais ça veut dire apporter de la liquidité à minima. Pas une promesse de liquidité permanente. On voulait, alors, plus vous mettez de liquidité dans le fonds et plus le rendement se dégrade. Si on veut garder la promesse de rendement, il faut que ce soit dans des marges raisonnables avec des fenêtres de liquidité qui sont possibles par rapport à des événements particuliers. Mais il est vrai qu'il faut accepter d'avoir un peu moins de liquidité qu'un véhicule qui serait totalement liquide. Sinon, c'est pas les. C'est plus la caractéristique du private equity. C'est une classe d'actifs dans son ensemble. Et c'est vrai que quand on dit private equity, d'ailleurs la terminologie est peut-être pas tout à fait adaptée. Les actifs non cotés, ça embarque également la dette privée. Là, qui est un sujet. Alors j'ai vu le push du private equity vers le retail, et je suis en train d'observer depuis quelques mois, quelques trimestres maintenant, le push de la dette privée également vers la clientèle de particuliers. Bien sûr, vous allez avoir la technologie qui est autour de, que ce soit l'onboarding à travers les plateformes électroniques, on peut onboarder des clients particuliers. La tokenisation dont on commence à parler de manière assez générale va permettre là aussi de donner accès à des classes d'actifs qui historiquement étaient réservées à des très gros investisseurs ou des investisseurs très fortunés qui étaient quasiment des institutionnels. Et aujourd'hui, c'est cette révolution qui est en cours qui va permettre, pour le plus grand bénéfice de la diversification des portefeuilles de nos clients, d'accéder à des classes d'actifs qui historiquement étaient réservées. Tout ça, l'évolution de cette offre de solutions, ça nécessite, pour vos clients qui sont des CGP mais qui ont des clients finaux derrière, ça nécessite, je le dis avec mes mots, mais une montée en gamme de la profession, une sophistication de la profession. Est-ce que vous l'observez, Gad? Alors, c'est pas récent. La profession des conseillers en gestion de patrimoine, et je pense que l'événement auquel nous participons aujourd'hui en est l'illustration, se professionnalise depuis longtemps. On observe plusieurs choses, la grande concentration de cette industrie, mais aussi un appel d'air, notamment au sein de certaines banques qui voient des conseillers qui avaient des clientèles très attachées à eux créer leur propre entreprise. On a vu des grandes réussites se faire, des grands cabinets se constituer avec des quasi-tailles de banques privées. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif de mieux servir la clientèle particulière, de lui donner le niveau de service qui est requis et qui est attendu par l'ensemble des clients. Donc je pense qu'en fait, la sophistication va de pair. Vous avez des gens qui créent leurs entreprises, d'autres qui en font des plus grosses et qui créent des process, qui utilisent la technologie. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui, pour nous, était déjà une tendance de fond. Est-ce que l'accès à des classes d'actifs un peu plus complexes va accentuer ce phénomène? Sans doute, mais c'était quelque chose qui était déjà en cours. Les conseillers en gestion de patrimoine se sont largement professionnalisés depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup, Gad. Merci pour ce retour d'expérience. Gad Amar, le directeur de la distribution pour l'Europe de l'Ouest de Natixis IM.